en 1994, durant la Coupe du Monde aux États-Unis, vous êtes en session parlementaire. Nous sommes en juin. Il y a un argent qui est le fruit des dons des populations aux Lions Indomptables, l'argent du coup de cœur, qui n'arrivera pas, semble-t-il, à destination. Et des rumeurs proches de l'opposition font état est-ce que cet argent-là aurait été distribué aux députés pour essayer de les empêcher de voter une loi ou autre chose, quelque chose comme ça. Est-ce que vous confirmez, M. Zonga? Non. Est-ce que c'est faux? Non, celui-là, il ne connaît rien. Je vais vous dire, chaque fois qu'on a donné l'argent aux députés, je vous dirai si vous levez le lièvre. Mais vous avez reçu de l'argent, M. Zonga? Moi, en tant qu'individu... En tant que député? Non, mais mes collègues ont reçu. Pourquoi est-ce que vos collègues auraient reçu et vous refusez? Je n'ai pas refusé, j'aurais même dû accepter. Mais je vous raconte une histoire. De l'argent circulait pour quelque chose à l'Assemblée. Et j'ai découvert pour la Constitution de 96. Pourquoi on adopte? Parce que je rappelle qu'à l'époque, le RDPC a une majorité relative. Oui, donc il fallait déjà qu'il y ait bloc dans le rang du RDPC. Les autres, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres camps, mais c'était presque sûr. Alors, je rentre du village et je m'arrête chez le vice-président Kenny. J'entre sans frapper. Kenny Guifo. Oui, et je m'aperçois que les députés de l'Ouest sont assis là et il y a un paquet d'argent sur la table. Je lui dis que mais c'est comment, vous faites déjà la tonte? Il dit oui. Je dis mon œil, lequel d'entre vous peut cotiser 1 million comme je vois attacher l'argent en lot d'1 million que je dis. Il dit non, laisse comme ça. Et c'est une dame députée de Baganté, Madame Conchou, qui m'appelle dehors. Il dit non, c'est ce qu'on nous donne comme ça pour nous motiver pour le vote. Je dis ah bon? J'entre, je dis non, partageons. On me dit non, c'est pour les députés de l'Ouest. Il faut aller dans le littoral. Donc c'est comme ça que vous êtes... Je cours donc au littoral. On me dit qu'il n'y a rien. Je veux voir quelqu'un, je ne prononce pas son nom. Il me dit, ne cours pas. On a dit que si on te donne, tu vas dire. Si on ne te donne pas, tu vas dire. Va dire sans qu'on te donne. C'est comme ça qu'on... Il avait raison puisque vous êtes en train de me dire pendant 15 ans après. Mais j'ai toujours dit... Si on vous avait donné, vous aurez pris. Vous avez couru. Je voulais savoir effectivement à quoi servait. Monsieur Zonga, vous avez pris l'argent. Vous avez couru. Vous êtes arrivé à l'Ouest. Non. Vous êtes arrivé à littoral. J'ai eu d'autres occasions. Vous avez pris. Non, si on me donnait, je n'allais pas prendre. Et ça, vous pouvez le vérifier. J'avais une mauvaise réputation à l'Assemblée. Quand les députés ont fait des pétitions pour qu'on prolonge leur mandat. J'ai demandé à signer la pétition. J'étais avec le petit Norbas, il est journaliste. Et je l'avais appelé, il était à Nouvelle Expression. Je dis, dès que j'attrape la feuille, je te donne. Tu vas publier ça pour voir les gens qui ne veulent pas quitter la zone. J'arrive à côté d'un député de l'UPC qui faisait circuler ça. Il était un peu handicapé. Il veut me tendre ça. Quelqu'un sort de loin, il arrache, il dit tu es fou, tu lui montres ça, nous sommes morts, tu vois pas celui qui est derrière lui. Non, je dis jamais. Donc en fait vous étiez une sorte de top pour l'opposition. Non, j'étais seul. J'étais seul. Alors, est-ce qu'à l'époque vous avez eu l'occasion de rencontrer le président pour lui parler de tous les problèmes dans le parti? Vous l'avez rencontré? Ouais. Vous l'avez rencontré à huis clos? Mais je me rappelle même d'une rencontre, je crois que lui-même il s'en souvient, quand il est allé à l'Ouest, avant cette élection de 92 qui a coûté cher à l'Ouest, que l'Ouest continue à payer jusqu'aujourd'hui. Quand il m'a reçu, parce que quand il est venu, on a décidé d'envoyer des gens par département. Et la MIFI m'a élu pour aller présenter leurs problèmes. S'il ne s'en souvient pas, le chef de protocole, M. Bellinga, s'en souvient bien. Quand je suis entré, je lui ai dit, Monsieur le Président, j'ai une préoccupation. Vous ne serez pas élu à l'Ouest. Il dit, pourquoi? Je dis, vous savez, à l'Ouest, le démarcheur est considéré
plus que celui pour qui on fait la démarche. Que toute cette bande de commerçants qui se sont mis devant sont considérés comme des gens qui veulent continuer à profiter comme ils ont fait avec Ahidjo, et les gens de l'Ouest ne sont pas prêts. Ils vont voter contre vous, mais ça sera contre eux qu'on va voter. Et qu'est-ce que le président dit? Ben, fort de l'accueil, de tout ce qu'on avait dit, il était très content. D'abord, c'était un marché de dupes, parce qu'à l'occasion, lui-même, il a dit, le Cameroun se fera avec vous, c'est-à-dire avec le Bamileke, ou ne se fera pas. Et par la suite, il a essayé de faire le Cameroun sans le Bamileke. C'est pour ça que le Cameroun ne se fait pas. C'est un peu excessif. Bon, alors, je veux qu'on revienne à cette... Qu'est-ce que le président vous dit à ce moment-là? Il ne me croit pas. Parce qu'à l'époque, quand vous aviez tous ces riches et tous ces flagonneurs qui viennent vous dire, Monsieur le Président, tout l'Ouest est derrière vous, les chefs des villages qu'on paye et qu'on amène par charter pour se courber devant le Président, faire de lui-même le chef de tous les chefs, il croit que ce que je dis, je suis un oiseau de mauvais augure. C'est quand l'affaire arrive qu'il... Et si vous dites vous avez eu raison? Je ne crois pas qu'il pense que j'ai raison. Parce que malgré cela, il continue avec les mêmes personnes. Il pense qu'à l'Ouest, ce sont ces gens. Alors, au niveau du parti, bon, vous êtes plus ou moins à part, hein, vous-même vous le démontrez. Vous m'avez raconté à l'époque déjà, quelques temps avant le congrès, pendant le congrès, une rencontre que vous avez eu avec le président où vous vous plaignez du secrétaire général de l'époque, M. Doumba. Oui. Vous confirmez? Je confirme que j'ai voulu voir M. Doumba pour lui raconter les histoires, des choses qui se passaient à Douala et qui pouvaient nuire au parti. Il m'a donné rendez-vous. Quand j'arrive au comité central, lui, il est appelé au palais. Et je l'appelle, il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Le monsieur qui est là, il faut lui laisser le paquet. Je dis, quel paquet? Et le monsieur me dit, il faut me faire confiance. Et tous ceux qui viennent ici, même tel. Quand ils ont quelque chose pour le secrétaire, c'est à moi qui donne. Il n'y a pas de problème. Je dis, mais monsieur, je ne suis pas venu donner un paquet. Moi, je m'en vais. Et je me suis plaint. Vous êtes plaint chez qui, le président? Mais... Le président vous reçoit encore une fois de plus. Nous sommes durant le congrès. Ça, c'est un peu avant le congrès. Je me plains. Et le président qui est au courant dit, ben, ça c'est rien, je sais ce que ce monsieur fait, il a des problèmes avec Fouta, il a pris de l'argent, et je lui ai dit de rendre, comme il dit, qu'on va rendre gorge. Et moi, j'étais très heureux. Je disais que, mais cette fois-ci, ce monsieur il ne va pas continuer à narquer les gens et à mettre ceux qui ne militent pas au-dessus de ceux qui donnent leur vie au parti. Malheureusement, au sorti du congrès, il était toujours secrétaire général. Et moi, j'étais membre suppléant du comité central. C'est ça qui vous pousse à sortir du RDPC? Je ne pouvais plus vivre avec lui. J'ai compris que... En fait, si vous avez été membre du comité central, même si j'avais été ministre, je ne pouvais pas rester parce que c'était un combat ouvert entre le secrétaire général du parti et moi. Et le président avait arbitré en sa faveur. Bien, avant de vous entretenir sur ce pourquoi je vous ai rassemblé ici ce matin, parce que c'est toujours un rassemblement, que tu sois seul, que vous soyez nombreux à m'écouter, à nous écouter ici, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une grâce de se retrouver et d'échanger de ce qui se passe dans notre pays. Ici, ce n'est pas un... Ici, je ne parle pas au nom du CCT, ni au nom de SOS Cameroun Solidarité, pour salir, pour nuire, pour détruire, mais nous parlons ici pour attirer l'attention des uns et des autres dans ce qui se passe chez nous, dans notre pays, le Cameroun. Nous parlons d'abord pour vous sanctionner. Nous parlons d'abord pour vous sensibiliser, pour dénoncer, pour informer, mais aussi pour proposer, bien évidemment pour aider. C'est pour ça, SOS Cameroun Solidarité, nous aidons avec les moyens que nous pouvons avoir à notre disposition, nous tendons la main aux autres.
Alors, pour répondre à ta question, avant d'entrer dans le vif du sujet, Ségis, oui, c'est vrai que Issa Chiroma, avec ses appels des villes mortes, des appels du deuil national, il dénote un son différent avec ce qui a toujours été entendu. Avoir une pensée pour les morts, ce n'est pas mauvais. Avoir une pensée pour ceux qui sont morts, c'est toujours important de se rappeler, même si on manque le respect à ceux que nous appelons nos héros, qu'on appelait à un certain moment les maquisards. Il faut penser chaque jour que les nôtres meurent à cause des comportements de certains qui disent nous diriger. Et les comportements de Issa Chiroma, il faut, détrompons-nous, ont des conséquences dans le quotidien, dans l'économie du Cameroun. On va beau envoyer des mousquetaires sur des plateaux télé ou bien dans les réseaux sociaux, insulter toute personne qui essaie un peu d'éclairer, mais ne perdons pas de vue que stratégiquement parlant, ça peut vous amener à la guerre d'usure. Ce qui se passe là, ça fatigue le moral, ça fatigue le peuple. Et de l'autre côté, à partir des comportements qui ont cours au Cameroun, il y a un impact dans les pays voisins. Il y a un impact dans la vie des Camerounaises et des Camerounais. Il y a un impact négatif dans la gestion des intérêts des étrangers chez nous. Et c'est un moyen-là d'ouvrir une porte au terrorisme actif, étatique, au terrorisme régulier, comme vous l'avez suivi hier encore dans une de mes publications sur ce que disent les parlementaires américains des gouvernements successifs qui ont financé des groupes terroristes, 40 millions de dollars par semaine. Alors, à partir du moment où des comportements comme ceux qui ont cours dans notre pays s'installent, ça ouvre la porte à la déstabilisation. Mais certains sont à Yaoundé assis. Ils pensent que aller dans les réseaux sociaux, écrire dans les journaux pour bien Ayob Ayob, c'est suffisant. Le pays sombre petit à petit dans tout ce que nous voyons là, dans toutes sortes de dérives. On tue, les mauvais comportements s'installent, le vol, les crimes, ça s'aggrave puisqu'il y en avait déjà. Non, les gens s'habituent, se disent, voilà, vous voyez un gouvernement, ce gouvernement-là ne respecte rien du tout, ne respecte personne. Le Grand Nord, là, nous sommes en train de le perdre. Ceux qui disent être dans la sécurité ne pensent pas, ne réfléchissent pas. On va même participer à des réunions pour eux. On leur dit, attention, moi, j'ai participé à une réunion aux États-Unis, à Washington DC. Pour l'intérêt de la nation, voici ce qui se prépare. Faites attention. Trouvez une porte de sortie très rapidement. Parce que ce qui se passe là ne va pas vous rendre service. Beaucoup d'entre vous vont être interdits de sortir du territoire. Les comptes seront bloqués. Le Cameroun ne sera plus aidé financièrement. Vous allez être fort comme vous voulez. Nous allons avoir des produits miniers. Mais à un certain moment, ça va très mal se passer. Je dis encore ici pour répondre à ta question, Ségis. C'est vrai, les mots d'ordre, ça ne paraît pas comme ça, mais ça a un impact, qu'on le veuille ou pas, dans l'économie du Cameroun. Ça affaiblit. À un certain moment, ça ne va pas seulement affaiblir le peuple, il y aura des mesures qui vont être prises à l'échelle internationale contre les dirigeants camerounais. Vous voyez que ceux qui appellent à féliciter, ceux qui donnent les félicitations biaisées, ceux qui font des communiqués, quelquefois pour dire, voilà, bon, oui, tu as été confirmé, élu par le Conseil constitutionnel, bon, tu as été élu par le Conseil constitutionnel, tout est dans les mots. Ces pays qui écrivent ça, vous les connaissez. Mais je veux tout simplement vous dire ici, faisons attention. Une fois de plus, ne faites pas ce qui s'est passé ailleurs. N'acceptez pas que ce qui s'est passé dans d'autres pays se passe au Cameroun.
Autrement dit, inspirez-vous de ce qui s'est passé ailleurs pour que ça ne se passe pas exactement comme ça s'est passé ailleurs dans notre pays, le Cameroun. Nous sommes très mal partis. Les dirigeants camerounais sont en train de plonger le Camerounais dans une dérive. Issa Chiroma, là où il est, on a beau envoyer des gens pour vous faire comprendre que non, il est mort. Il ne parle plus. Il est handicapé. Il est mort vivant. Il est hospitalisé. Il a les pieds coupés. Il est même bandé. Il est même à la morgue. Il est même... On peut dire tout ce que l'on veut. L'action d'Issa Chiroma trouve un écho dans le quotidien des Camerounais. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il faut le reconnaître. Je vous dis ici, réfléchissez et réfléchissons rapidement. Vous, forces de sécurité, le Gabon nous parle. Le Gabon nous parle. Le Tchad nous parle. Le Niger, le Burkina, le Mali nous parlent. Ben Ali nous parle. La Tunisie nous parle. Tous ces pays-là, passant par le Congo, nous parlent. Soyons donc les derniers à mettre fin à un certain nombre de comportements et savoir régler une crise sans l'implication active et directe de la communauté internationale. Aussi longtemps que la communauté internationale verra ses intérêts menacés, vous allez beau raconter tout ce que vous voulez de la France, nous allons beau raconter tout ce que nous voulons des États-Unis, à un certain moment, ces gens-là vont nous encercler. Je vous dis, faites attention. Jusqu'aujourd'hui, pour emprunter de l'argent un peu partout, la France a son mot à dire. La communauté internationale a son mot à dire. Quand leurs intérêts seront encerclés et menacés, même cet argent-là, nous n'aurons plus. Même quand vous allez emprunter, vous mangez, vous n'aurez plus ça. Vous serez donc interdit de sortir du territoire, vos biens bloqués, le peuple camerounais va souffrir, nous allons entrer dans la phase que nous retrouvons ça et là. Ça veut dire que vous n'aurez rien appris et vous voulez faire ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Faites très très attention. Pour le moment, en vue, c'est les plaintes qui sont en train de se préparer ici. Je vous dis ça progressivement. Depuis 2018, c'est en train de prendre cours. Les morts qui partent là ne vont pas partir pour rien. La communauté internationale profite toujours des situations comme ça pour avoir une épée sur ta tête. Pour te dire que les enfants qu'on a tués avec les femmes derrière le dos là. Tu te souviens, monsieur Biya? Les enfants qui ont été signés là-bas, qu'on a tués à Gabour. Vous vous souvenez que monsieur Ferdinand Gongo, c'est vous qui avez signé le communiqué. Vous voyez les enfants qui sont en train d'être tués là partout. Le chef d'état-major des armées, la défense. Vous voyez ça? Quand tout ça est réuni et cotisé, tous les arguments que nous allons déposer sur pied, mon ami, ne peuvent pas peser face à la vie d'un être humain. Et quand toutes ces organisations que vous engagez, leurs intérêts au Cameroun seront menacés, vous, les représentants du Cameroun, les représentants illégaux, vous allez répondre le moment venu. Donc, moi, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis en train de vous dire de faire très très attention. Détester Issa Chiroma. Moi-même, je suis contre les élections. Mais je veux avoir l'honnêteté intellectuelle de vous dire que les actions d'Issa Chiroma ont un impact économiquement, ont un impact dans la vie des Camerounais. Une économie que nous ne contrôlons même pas. Les visas ne sont pas contrôlés par nous. Nos passeports ne sont pas fabriqués par nous. Notre sécurité n'est pas entre nos mains. Notre électricité, l'eau et tout ce travail-là, vous connaissez comment ça se passe. Ça ne fait pas du bien au peuple camerounais. Si au-dessus de tout ça s'ajoute une crise sociale, une crise économique, c'est une goutte d'eau. Personne d'entre nous n'est en sécurité. Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu crois être. Ce n'est pas parce que tu es général que tu crois être. Le Népal nous parle. Madagascar nous parle. Faisons attention. C'est ce que j'ai voulu vous dire avant d'entrer en matière sur cette publication. Pour répondre à ta question, pour que ce soit clair dans ta tête. Au Cameroun, les actions de Issa Chiroma, à tort ou à raison, dérangent. Ils ont un impact dans notre économie qui était déjà impactée négativement depuis. Mais ceux qui sont au gouvernement pensent qu'ils vont encore venir nous embrouiller avec des fausses nominations. Faites gaffe, ça ne passera pas comme ça. Le peuple camerounais n'acceptera plus vivre sous le diktat des hautes instructions, des nominations à la con qui servent vos intérêts
et qui servent vos fantasmes sexuels, vos fantasmes sataniques. Le Cameroun, les Camerounaises et les Camerounais n'ont plus besoin de ça. Nous voulons vivre normalement parce que Dieu nous a donné toutes sortes de richesses. Je veux être heureux. Et je veux que mes enfants le soient aussi. Et je veux que ceux qui viennent au Cameroun soient des personnes heureuses, profitent des biens que Dieu nous a donnés. Je suis né, j'ai tout trouvé. Je veux vivre avec ce que Dieu m'a donné. Alors, je tiens à te le dire ici. Mon cher frère qui m'a posé cette question. Oui, à tort ou à raison, les actions de Issa Chiroma, les appels répétés des villes mortes, de deuil national, ont toujours un impact quelque part. D'une façon ou d'une autre. On a des morts au tapis. On a l'économie qui vacille. On a l'insécurité qui prend le dessus. On a l'instabilité avec ces groupes terroristes-là et de l'autre côté, les Amazoniens. Ça a toujours un impact. Et ça devient de plus en plus important à comprendre. J'appelle donc les décideurs à prendre les bonnes mesures. Parce que les jours à venir ne feront du bien à personne. Et vous avez plus à perdre que le peuple camerounais qui est déjà endurci dans la souffrance. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Merci à toutes celles de ceux qui accompagnent le CCT, le Conseil camerounais de transition, et puis son existence au Cameroun, jusqu'ici aux États-Unis en passant par d'autres pays. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être vivants ce matin, de glorifier Ntizama et de célébrer la vie. Appelle-le comme tu veux, Zama, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé pour mes frères du Congo. Glorifie-le et célèbre la vie. Sans lui, toi et moi, nous ne sommes rien. Nous ne serons jamais rien. C'est lui qui nous a permis d'avoir ce souffle, qui nous permet de bavarder. On peut bavarder, tu peux dire on bavarde. Parler, chanter, raconter nos vies. Sans ce souffle-là, tu n'es rien. Oui, monsieur. Parce que même si tu n'as pas la parole, pour ceux qui parlent avec la langue des signes, ils respirent quand même. Il faut une inspiration pour faire ces signes-là, les signes, la langue. Il n'y a pas seulement ceux qui ne parlent pas, hein, parce que même l'armée communique beaucoup le langage des signes. C'est la première langue des militaires, le langage des signes. Parce qu'il ne faut pas parler au combat, de peur d'attirer l'attention de l'ennemi. Donc on parle avec les signes. Parlons avec les signes à l'armée. Et pour faire ces signes-là, il faut respirer. Donc sans le souffle, nous ne sommes rien. Et le détenteur de ce souffle-là, c'est Ntizama. Alors, glorifie-le. Merci. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais vous entretenir ce matin sur le cocktail qui tue au palais. La seringue empoisonnée qui tue au palais présidentiel. Cette seringue-là tue au palais et tue aussi ici, en bas, au niveau du peuple. Le palais que vous voyez là, le palais par où devrait venir, les vies, le souffle de vie des Camerounais, point de vue sociétal, ce palais présidentiel que vous voyez est le cimetière de la mort à partir duquel le poison est semé comme ça dans la population camerounaise, détruit les familles, tue les vies humaines, et en commençant par le couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne dédouane en rien le président de la République, ne dédouane en rien son épouse et ne dédouane en rien leurs enfants majeurs.
ceux qui peuvent encore échapper, ce sont les petits-enfants. Mais ensuite, tout le reste là, sont responsables de façon directe et indirecte de ce que je vais vous raconter ce matin, de ce qui nous arrive. La seringue empoisonnée qui tue au palais, et ça c'est tous les jours. Non seulement elle tue au palais, elle tue le peuple camerounais. Et ceux qui portent cette seringue-là et se la transmettent tous les jours constituent l'entourage du président. Une seringue empoisonnée qui tue. On a commencé à injecter le président lui-même avec cette seringue-là. Injecter sa femme avec cette seringue-là. Sa femme s'est battue comme elle pouvait, mais elle est empoisonnée parce qu'elle a été injectée avec cette seringue. La seringue empoisonnée. Empoisonner le président, empoisonner son épouse et empoisonner le peuple camerounais. Malheureusement, ceux qui utilisent cette seringue et qui la ravitaillent tous les jours sont eux aussi victimes de cette seringue-là parce qu'ils s'oublient. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le palais que vous voyez là, le palais que tu vois devant toi là, ce palais-là est empoisonné. Les gens sont tués à la seringue. Je vais vous donner le contenu du poison qui a été injecté dans cette seringue, qui constitue cette seringue qu'on injecte dans le corps du président, sa femme et le peuple camerounais. Cette seringue est aussi dangereuse que la bombe atomique qui a tué au Japon. Les effets de cette seringue dans nos corps, sur nos corps, dans nos vies et dans nos professions, le contenu de cette seringue-là fait les mêmes dégâts dans nos vies que la bombe atomique au Japon, court, moyen et à long terme. Elle décime les vies. Et si nous ne faisons pas attention, déloger les porteurs de cette seringue-là, vraiment les conséquences seront très graves. Comme elles ont été hier, comme elles le sont aujourd'hui, elles le seront aussi demain. La maison blanche que vous voyez là, le cube que vous voyez devant vous, c'est la maison de la mort par laquelle beaucoup de Camerounais ont tout perdu, y compris leur vie. Voici la recette de cette seringue qui tue les Camerounais, commençant par le président et son équipe. La recette de cette seringue-là commence par la méchanceté. Il faut détester l'humain pour être en possession d'une telle seringue. Commence par la méchanceté. Elle est alimentée par le mensonge. Elle est assaisonnée par la manipulation. Elle est saupoudrée par la trahison, la jalousie, la corruption, le tribalisme, les maladies, le sexe, les dérives sexuelles qui conduisent donc, tout ça conduit à la destruction et à la mort. Le cocktail de cette seringue est terrible, que ces gens préfèrent tuer tous les Camerounais avec cette seringue pour travailler avec les étrangers et qu'à la fin eux-mêmes, ils vont fuir pour aller se cacher à l'étranger et aller manger difficilement l'argent qu'ils auraient emmagasiné étant dans les pays étrangers. C'est ce cocktail-là qui nous a conduit à ce que vous voyez aujourd'hui. C'est cette seringue avec le poison, les poisons que constitue cette seringue qui tue les Camerounais. Si j'ai oublié un poison, n'hésitez pas de me le faire parler. Personne n'y échappe et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça continue. Un poison mortel. Il peut tuer tout de suite. Il peut être lent. Il peut te tuer. Il fonctionne dans ton corps. Et il régénère même des petits enfants. Et il tue, il détruit. Ça se passe devant nous. On contribue gentiment. Mais on accuse Paul Biya. Alors que soi-même, tu as été empoisonné. Et tu fais vivre ce poison-là dans ton corps. Et tu le transmets à tes enfants, tu le transmets à tes petits-enfants, étant quelque part à l'étranger, assis derrière un clavier, étant au Cameroun, assis derrière un bureau, étant dans un pays africain, c'est-à-dire que tu injectes ça. Tu es convaincu que tu tues Biya, alors que tu es en train de te tuer toi-même avec le même poison qui a tué Biya. Avec le même poison qui tue Biya tous les jours. Je vais donc te donner quelques exemples pour que tu comprennes. Tu sais, au Cameroun, Chantal Biya que tu vois là est née seule dans le ventre de sa mère. Tout ce que je vais te dire aujourd'hui ne dédouane à rien parce qu'elle aurait mieux fait de bien regarder et de prendre des dispositions, quitte à tout perdre autour d'elle, mais de sauver sa vie et la vie de ses enfants. Chantal Biya est née seule dans le ventre de sa mère. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur. Tous les gens que vous voyez autour d'elle là sont en majorité les gens que sa maman a ramenés.
Et dès que chacune de ces personnes est entrée dans son environnement, tout de suite, a récupéré la seringue. A donc décidé de charger cette seringue-là avec tout ce que je vous ai dit. Le mensonge, la méchanceté, la manipulation, la trahison, la jalousie, la traîtrise, tout. Tu marches avec ça. Dès que tu arrives aux côtés d'elle, personne ne doit plus arriver. Tu injectes ça, tac. Tu injectes. En petite dose homéopathique. Tu injectes. C'est ainsi que plusieurs personnes autour d'elle sont devenus des tueurs. Parfois, ils tuent sans même s'en rendre compte. Mais ils sont conscients. Mais tout simplement parce qu'ils veulent balayer tout le monde aux côtés de ces gens. Et ça va nous affecter ici. Je vais te donner quelques exemples. Tu connais, avant, je vais te faire l'histoire courte. Avant que Chantal Biya soit ce qu'elle est aujourd'hui, elle a été une fille du quartier. Elle a connu beaucoup de gens, Élise Hazard, Céline Eko. Si tu as connu le Marseillais, l'histoire du Marseillais, c'est une histoire longue comme le bras, nous y reviendrons. Donc, quand tu regardes une fille comme Céline Eko, Céline Eko fait partie des personnes qui ont empoisonné Chantal Biya. Ils ont empoisonné, le poison est rentré parce que ça a affecté les mentalités des Camerounaises et des Camerounais jusqu'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ne savent pas cette histoire. Il y a encore quelques gens qui sont encore, d'autres les acteurs sont morts. Que la femme qu'on appelle Céline Eko était convaincue à la mort de Jeanne-Hélène Biya qu'elle est mieux placée pour être l'épouse du président Paul Biya. Je te fais l'histoire courte. Je vais te la ramener jusqu'au niveau des institutions pour que tu comprennes comment nous nous entretions entre nous et nous attendons que Dieu vienne nous sauver alors que nous avons tout pour nous sauver nous-mêmes. Alors, Céline Eko, se disant dans sa tête qu'elle est la plus belle, ou elle fait partie des plus belles, tout du moins elle est la plus belle, et que c'est elle que le président devrait épouser. Elle passe donc son temps dans ce que le Camerounais savent faire, que j'ai mis là aussi, le Congosa, qui fait partie des ingrédients maléfiques de la seringue qui tue, le cocktail. Passe son temps donc à salir Chantal Biya. Quand elle se rend compte que Chantal Biya, le président a fait son choix. Il faut épouser Chantal Biya. Le jour du mariage, elle est même chassée parce qu'à force de parler de Chantal Biya partout, ça retombe dans les oreilles de ceux qui sont autour d'elle. On relaie aussi. Elle arrive donc le jour du mariage en Vomeka, dans une voiture Mercedes grise. On n'a pas dit que vous êtes dans quelle voiture. Elle dit. Elle est avec un chauffeur. Ce chauffeur-là se reconnaît. Vous reconnaîtrez son nom. Elle quitte, elle arrive là-bas, à l'entrée. On lui demande de rentrer, qu'on ne peut pas, elle ne sera pas de la partie. Quand elle rentre, elle fait écrire dans un journal. Je pense que je ne me rappelle plus du nom du journal, mais le journal là disait toujours que où le commandant était présent. C'est une façon de dire qu'ils étaient là quand ça s'est passé. Ils avaient un slogan là qui voulait dire qu'ils étaient présents. Je pense que le jeune qui dirigeait cette histoire s'appelait Janon. L'homme d'ailleurs mort. Céline Eko réussit à faire écrire dans le journal que le président est en phase d'épouser une pute. Ce que je vous dis là est vérifiable. Tous les trucs sont là. Céline Eko que vous voyez là. Le poison, la seringue qui tue, elle veut détruire dans la vie de celle avec qui ils étaient hier, qui a avancé, il faut détruire. Les gars sont allés à Ouargla, fouiller partout, détruire partout, à cause de ce journal-là. Vous allez vous rendre donc compte que depuis ce jour-là, après ça, Céline Eko a fui le Cameroun. Hein? Elle a fui, elle a fui le Cameroun pendant un moment. Vous allez vous rendre compte que cette femme-là ne met jamais ses pieds au palais. Elle est interdite de rentrer au palais, sauf si elle va rentrer demain matin. Parce que c'était très grave. La seringue qui tue avait donc commencé à faire son travail. La méchanceté, la jalousie. Vous retrouvez donc l'un des ingrédients qui tue là à l'intérieur. La méchanceté, la jalousie, la traîtrise. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Comme elle est arrivée, il faut que je la tue. Ça n'a pas changé. Céline Eko continue de faire son sale boulot partout.
Cette femme est très méchante. Cette méchanceté-là ne s'arrête pas au niveau de Céline Eko. Cette méchanceté-là habite ceux qui entourent le président de la République et qu'il a lui-même nommé, croyant faire appel à ses frères pour l'aider. On te dira que non. Mais quand Paul Biya était encore étudiant, il vivait dans la maison du père de Alem Bengoro. Le père d'Alem Bengoro a fait que, le père de Vondoyola a fait que, le père. Chaque personne qui se retrouve aux côtés du président a toujours une histoire liée à sa famille. On te dira difficilement que non, mais ce monsieur-là qui est à côté du président, l'a appelé parce qu'il a une expertise sécuritaire, il a une expertise scientifique, il a la capacité analytique, il a fait ci dans tel domaine, il a fait ci. Non. C'est toujours que quand tu vois là, Vondoyulo était l'enfant du frère, de l'oncle, de la tante, du petit frère, de la grand-mère, de l'oncle de... Bon, à l'époque, son père était riche, il était ceci, cela. Il y a toujours une connotation pareille. Alem Bengoro, son père, machin, tout ça, il y a toujours une relation compliquée. Voilà donc comment Alem Bengoro arrive. Rémi Zemeka arrive. Ces gens-là, ils sont tous, chacun est porteur de la seringue qui tue. La méchanceté, la jalousie, la manipulation, la traîtrise, la trahison, le mensonge, le congossa. Ils se promènent avec. Ce qui fait que quand Rémi Zemeka est à la défense, celui qu'on appelle Alem Bengoro est à la police. Alem Bengoro ne fait pas de rapport pour dire au président que voilà comment le pays, nous pouvons reformer le pays. Comment pouvons-nous débarrasser de l'expertise étrangère? Parce que nous avons formé des Camerounais. Nous avons formé des Camerounais qui sont capables de sécuriser le Cameroun. Il y a des gens comme le colonel Motogo qui ont formé des forces spéciales. C'est un Camerounais, hein? Le colonel Motogo, aujourd'hui aussi en exil, est une tête qui a formé les forces spéciales camerounaises, qui a créé les forces spéciales au Cameroun. On va le jeter dehors, on va aller prendre les Libanais. Bon bref, nous y reviendrons. Alors Alem Bengoro, qui est à la police, ne parle pas du renseignement, ne parle pas de l'expertise, ne parle pas des cartes d'identité, ne parle pas comment reformer les pièces d'identité, la carte d'identité, les passeports camerounais, le renseignement comme... Non. 80% des papiers que Alem Bengoro va faire au président sortent directement de la seringue qui tue. Contre Rémi Zemeka, qu'on appelait à l'époque Bad Boy, lui-même qui n'était pas simple. Tout ça parce qu'il veut la place de Bad Boy au ministère de la Défense. Il est déjà à la police. Un ministère, un département qui couvre tout le Cameroun et qui a des multiples services aussi forts et compétents que la défense, que l'armée. Mais non, Alem Bengoro, tous ces rapports, il prend la seringue qui tue. Il la charge, manipulation, mensonge, invention, traîtrise, congossa. Il pompe le président avec ça. Dès qu'il a l'occasion, paf, il pique le président un peu avec ça, avec à la pointe le nom de Bad Boy. Il finit par tuer Bad Boy. On enlève Bad Boy, la seringue qui tue a fait son travail. Alem Bengoro reprend sa place au ministère de la Défense. Au ministère de la Défense, il arrive là-bas, il ne va pas faire son travail. Non, sinon ça se saurait. La défense ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il veut la présidence. Et il ne sait pas que là où il veut la présidence, là, il y a aussi quelqu'un d'autre qui veut aussi la même présidence, qui a aussi la même seringue, la seringue qui tue, le cocktail de la mort. Le congossa, le mensonge, la manipulation. Il est aux côtés de Paul Biya, ça s'appelle son conseiller spécial. C'est lui, il est aussi porteur, la seringue qui tue. Il pique le président, dès qu'il a fini de charger ton nom, il charge tout et n'importe quoi, paf, il pique le président. Le président, il fait confiance, son conseiller, son secrétaire général, machin, tout ça là, il prend les décisions qui vont avec. Alem Bengoro, ministre de la Défense, utilise donc la même seringue. Il pique le président avec, après avoir chargé la seringue de la méchanceté avec le nom d'un Sola. Et il transmet la seringue là à Joseph Fouda et pique le président avec ça. On empoisonne encore le président. Le président meurt à petit feu. Plus le président meurt, plus le peuple sombre, le pays sombre. Mais ici au milieu, il n'y a que deux personnes qui sont en train de savoir ce qui se passe avec Sola. Sur un projet qui concerne la Chine. Ils ont détourné l'argent. Le vice-amiral Njine, tous les chefs d'état-major des armées étaient là. Mais il n'y a que deux qui ont profité dans cette affaire
des fausses factures, de surfacturation et des retours de commission en Chine. La seringue qui tue a fait son travail. À l'intérieur, il y a Joseph Fouda, le conseiller spécial, il y a Alain Mebengoro, il y a Njine et sa femme, il y a l'ambassadeur du Cameroun en Chine. Je te montre là comment la seringue a tué les Camerounais, la seringue empoisonnée avec son cocktail. Ils réussissent donc. C'est une histoire longue, mais je te fais ça en petite synthèse pour que tu comprennes pourquoi nous en sommes ici aujourd'hui. Ils réussissent parce que Sola, qui est en Chine, dit au président que vraiment ce qu'on t'a donné là n'est pas vrai. Alors comme ils ne veulent pas que le président sache la vérité, Alain Mebengoro et Joseph Fouda activent donc le cocktail de la mort, la seringue qui tue. Charge la seringue là avec le mensonge, la manipulation, les intrigues, la trahison. Le Congo ça charge et mettent le nom de Sola dessus. Ils piquent le président avec. Le président, lui aussi qui ne se réfère pas dans les services spéciaux, il ne se réfère pas à la CEMIL, bien quoique la CEMIL est sous l'ordre du ministère de la Défense, décide de rétrograder un Sola. Un Sola en rétrograde. Bref, un Sola est même tué. Il est mort. Quand il meurt, il n'est plus vice, il n'est plus contre-amiral. Entre-temps, la même seringue, on a utilisé cette seringue-là pour tuer un Sola. La même seringue a toujours chargé. Maintenant, l'affaire continue. Mais celui à qui Alain Mebengoro a donné la seringue après avoir chargé avec le nom de Sola, va utiliser la même seringue contre lui. Que fait-il? Il décide donc d'utiliser cette seringue-là contre Alain Mebengoro lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'information réelle tombe entre les oreilles du président de la République. Joseph Fouda prend la seringue en question. Il a chargé du mensonge, de la manipulation, du Congo-ça, de la traîtrise, de tout. À l'intérieur, il met la cerise sur le gâteau, tentative de coup d'État. Et il met le nom d'Alain Mebengoro à l'intérieur. Et il part rapidement, il pique le président, paf! Le président est piqué. Alain Mebengoro veut le pouvoir par le coup d'État. Vous connaissez que le président, il y a des choses que Paul Biya n'aime pas entendre. Le coup d'État ou Chantal Biya. Dès que tu lui donnes ces deux noms-là qui sont menacés, tout de suite la sentence est vite faite. Alain Mebengoro est débarqué, il est jeté en prison avec sa femme, direction prison. Même ses enfants devaient aller en prison. Les bêtises se lèvent. Un gongo, ah papa, vraiment, tu as déjà mis le père et la mère, laisse les enfants. Tout ça, c'est la seringue qui tue, qui fait son travail. Il se retrouve donc là-bas, en prison. Je te parle de ça pour comprendre que cette seringue-là n'a pas fait que du mal à l'extérieur, a fait du mal même dans le corps de Chantal Biya. Elle est empoisonnée. Parce que ces gens-là ne sont pas, je ne sais pas où c'est le pouvoir qui rend aveugle. Je ne sais pas ce qui aveugle ces gens. Et ce que je vous dis tous les jours, quand ça se passe avec l'autre à côté de toi et tu ne fais rien, tu es une victime à sursis. Le Congo ça là, la seringue là, ils ont pris la même seringue, ils ont injecté Chantal Biya et ils ont mis la mère de Chantal Biya dans la seringue, ils l'ont injecté. Nous sommes à Paris. La mère de Chantal Biya un jour m'appelle. Ce que je te raconte là, c'est très important pour que personne, chacun d'entre vous devrait comprendre dans quoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Chacun d'entre nous utilise la même seringue, peut-être qu'il ne se rend pas compte. La seringue de la mort pour tuer les autres alors qu'il est en train de se tuer lui-même à petit feu. Nous sommes donc à Paris. Dans le 16e arrondissement, j'ai quitté l'armée hier de cela, Belle Lurette. Maman Rosette habite là à l'ambassade. Moi, je suis à 2 minutes d'elle, au boulevard Suchet. Elle m'appelle. Un jour, je te raconte ça parce que toi qui es tribaliste bamileke pauvre, et toi qui es tribaliste nanga pauvre ou betibo nanga pauvre, pour que tu comprennes que tu utilises la seringue de la mort empoisonnée. Ou la seringue empoisonnée de la mort. Elle m'appelle, elle me dit, bon, mon fils, tu vois mes pieds là? Voilà mes pieds qui gonflent. Tu vois ça, elle me montre ses pieds. Il dit, oui maman, je vois. Elle me dit que les gens sont allés dire à ma fille, voilà les mots qu'elle utilise. Quand je dormais avec mon homme pour accoucher ma fille, nous étions 2. Dieu était au-dessus, nous étions donc 3. Dieu, moi et mon mari pour accoucher un seul enfant. Aujourd'hui, elle est la mère des Camerounaises et des Camerounais. Bien, c'est une très bonne chose. Mais ces gens-là ne vont pas là-bas, ne vont pas aux côtés d'elle pour lui rendre service,
l'aider à gérer le pays, à répondre aux aspirations du peuple camerounais, mais ils y vont là-bas avec mon nom, moi, qui a accouché Chantal Biya. Est-ce que tu sais qu'ils sont allés dire à Chantal Biya que quand elle envoie l'argent comme me soigne, je bois avec cet argent et je ne me soigne pas. Elle m'a donc laissé, voilà mes pieds qui gonflent. Elle me le dit à moi. Mon père n'est ni président, ni ministre, ma maman n'est pas présidente, ni ministre, ni whatever. Moi, elle me montre ça. Elle vient à l'ambassade. Je dis, maman, il n'y a pas de problème, je vais t'amener à l'hôpital. Moi, je vais amener la maman de la première dame à l'hôpital. Oui, parce que j'ai les moyens. Parce que mon carnet d'adresse dépasse l'argent. Je prends le passeport de la maman. Je m'en vais voir mon ami à la préfecture de Paris. Le préfet de Paris. Je m'en vais le voir. Oui! J'arrive là-bas, je le vois. Je lui explique que ma mère est malade. Mais je ne peux pas l'amener à l'hôpital. Tu sais, moi, l'assurance, je n'ai pas. Il me dit, est-ce qu'elle a un passeport? Je dis, oui, elle a un passeport. Je sors le passeport de la maman. Je donne à mon ami, le préfet de Paris. Il me dit, mais non, toi, c'est pas très, mais route, mais je peux rien faire avec un passeport diplomatique, mais toi aussi. Passeport diplomatique, c'est pas possible. Mais n'a-t-elle pas un passeport ordinaire? Je dis, oh. Mais il va chercher le passeport ordinaire, je peux demander qu'on lui fasse une aide médicale, mais rassure-toi, je voyage à 15h30. Nous sommes là aux environs de 11h midi. Je dois quitter la préfecture de Paris pour retourner à la maison. Quand je retourne donc maintenant à l'ambassade du Cameroun, je dis à la maman, elle appelle. À l'époque, le consul s'appelait Ekanem Kwele. C'est le passeport le plus rapide de toute ma vie, de mon existence, qui avait été établi. Je comprends pourquoi certains ne veulent pas quitter le pouvoir. Non, le pouvoir est sucré. Maman Rosette appelle le consul. Je te raconte cette histoire pour que tu comprennes comment nous nous entretions entre nous et nous accusons une personne elle-même qui est aussi victime du même poison alors que c'est lui qui a organisé. Le couple là, présidentiel. Elle appelle, elle fait appeler et quand elle arrive, gentiment, elle dit, mon fils, s'il te plaît, voici mon passeport avec lequel j'ai voyagé. Est-ce que tu peux me faire un passeport vers un passeport ordinaire de tous les Camerounais? Le consul va faire le passeport. En moins de 15 minutes, on me ramène le passeport. Elle me donne le passeport, moi je repars. Voir mon ami. Arrivé là-bas, à la préfecture, je trouve que mon ami, il est parti. J'arrive en retard. J'arrive aux environs de 16h. 16h passées comme ça. Lui, il est parti. On me disait à son bureau que non, mais le préfet venait de partir, il a voyagé. Merde. Qu'est-ce que je vais faire? Les pieds de ma mère sont en train de gonfler. Je prends mon téléphone. J'appelle l'une des femmes fortes. Bamileke, cette femme. Makri, la femme de Djobala. Il avait des restaurants un peu partout à Paris. C'était notre maman. J'appelle Makri. Je dis, oh, maman, j'ai un problème très urgent. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Je dis que non, la maman est malade ici. Mais comme je n'ai pas d'assurance, je ne sais pas comment tu peux l'amener à l'hôpital, et ainsi de suite. Elle m'a dit que toi aussi. Viens me prendre demain matin. À 6h, il faut qu'on arrive chez l'assistante sociale que je connais avant tout le monde. Je dis, il n'y a pas de problème. Je m'en vais la prendre très tôt le matin, à 6h. On arrive à l'ambassade du Cameroun à Porte-le-Teuil, rue de Teuil. Je pense que c'est 73 rue de Teuil. Pour prendre maman Rosette. Elle finit de se préparer. On sort de la maison, nous avions le 7h, 7h30. On prend la route. On se retrouve donc en plein Paris. Chez l'assistante sociale. Qui était la relation de cette femme Bamileke, Makri. Je suis étonné. Maman Rosette Nanga. Vous voyez un peu où je vais en venir. On réussit à obtenir l'aide médicale. On amène maman à l'hôpital. Le médecin la suit. On donne le truc de médicaments. On va à la pharmacie, on nous donne les médicaments. On rentre avec les cartons de médicaments. On n'a pas payé un seul centime. Là, il n'y a pas le carnet, il n'y a pas sur haute instruction du président. Il n'y a pas sur haute instruction de la première dame. Il n'y a pas sur haute instruction de personne, même pas de l'ambassadeur. C'est une pauvre femme au quartier qui gère ses restaurants au nom de Makri, qui et moi avec amenons la maman chez l'une de ses relations assistante sociale qui donne l'aide médicale pour soigner la mère de la première dame, Chantal Biya. On rentre, la maman là a pleuré de l'hôpital jusqu'à la maison, elle n'a pas sorti un mot. Elle dit merci mes enfants, merci ma fille, merci mon fils. Nous sommes partis déposer
m'a créé chez elle. Je suis revenu donc à la maison, à l'ambassade, déposer maman Rosette. Elle s'est lavée, comme le médecin avait demandé qu'elle se lave, elle mange avant de prendre les médicaments. Elle s'est lavée, elle a pris sa douche, elle a mangé, attendu, elle a pris ses médicaments. J'ai massé ses pieds. Elle a fini de manger, j'ai massé ses pieds. Maintenant, je me lève, je dis, bon, maman, parce qu'elle parlait à l'époque le Mongol Wondo. Vous savez, les Nanga parlent le Mongol Wondo. C'est-à-dire qu'ils parlent complètement le Wondo à l'envers, complètement à l'envers. Mais on se comprend. Elle me dit, je lui dis, maman, bon, moi, je m'en vais donc me reposer ici. Elle me dit, assois-toi là. Elle me dit, mon fils, est-ce que tu sais que j'ai un seul enfant qui est ta soeur aînée? J'ai dit, oui, maman, je sais. Elle me dit que, à travers elle, Dieu m'a donné beaucoup d'autres enfants, dont tu en fais partie. Aujourd'hui, j'ai compris que l'enfant n'est pas seulement l'enfant que tu as accouché dans le ventre. Aujourd'hui, ma fille n'est pas là. C'est toi qui m'amènes à l'hôpital. Mon fils, tu ne manqueras jamais de rien. Elle a pris ses 2 mains comme ça. Alors, elle me pose les mains sur la tête. Elle me dit, vas-y, fais ce que tu as à faire. On se reverra demain. Alors, je te raconte ça pour te faire comprendre la capacité des gens qui sont autour du président à faire le mal aux autres. Et ils ont commencé par celui-là même qui les a fait venir au palais. Par celui-là qui les a nommés. Parce que le couple présidentiel est aujourd'hui otage d'un clan. Les Boulou et les Nanga, et les petits Nanga, ils sont otages d'un clan. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais des prisonniers d'un système instauré par le couple présidentiel lui-même. Vous voyez donc tout ce que ça engendre. Vous avez vu le début de cette publication. Je vous ai présenté Albert Zonga. Il était jeune, Albert Zonga. Mais il était déjà impliqué dans la notion du mal avec la seringue. Tout ce qu'il a raconté là, la manipulation, l'argent. En aucun moment, le peuple doit intervenir pour répondre à ses aspirations. Et ça n'a pas tardé, en 92, il vous fait comprendre qu'ils ont volé l'élection. Donc, voler l'avenir des Camerounais. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, ça coule sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, Amadou Ali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe 0 mort et Henri Bandelo pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les 3 sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC.
les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ogar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit, comme seul programme, qu'il est magicien, Demchoutam, Akasham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à bien. Donnez à bien. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continue, oui. Et tout de suite. Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona
Joseph, Oui. j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah, donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, quand on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Froundi. Mais le peuple s'est... Mais est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Froundi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92. Pourquoi John Froundi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si c'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Froundi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci, avec Nahangri, mais des guillis smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le smochop. Combien? Non, laisse ça.
Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Ils ont volé l'avenir des Camerounais. Pour leur intérêt personnel, ils ont redonné à Paul Biya. Aujourd'hui, les mêmes personnes viennent vous faire comprendre que Paul Biya est là depuis 43 ans. Il ne fait rien et il vient de se cacher dans le peuple. Pour dire, non, nous sommes avec vous. Combattons celui à qui nous avons donné le pouvoir contre votre gré. Parce que, en 92, le peuple camerounais, lucide, a dit, ok, ce monsieur est venu en 82. 92 aujourd'hui, bon, on pense qu'on peut donner le travail à quelqu'un d'autre. Parce que c'est une mission, c'est le travail. Quand les Camerounais ont voté le monsieur qu'on appelle John Fundi, ils savent très bien que John Fundi est un Camerounais de la région du anglophone, nord-ouest et sud-ouest. Quand on lui pose la question, Paul Biya a-t-il perdu dans quelques régions? Il dit non, Paul Biya a perdu partout. Mais on a décidé, non, de lui donner la victoire parce qu'on ne voulait pas que John Fundi soit président. Dans le nous, là, c'est moi, l'instigateur. Moi, Albert Zonga, l'instigateur. Vous voyez donc que ce comportement-là a continué jusqu'aujourd'hui. Et il y a une fille là, que j'ai trouvée, je regarde souvent ses publications, cette jeune dame qui a récapitulé ce comportement-là d'une façon ou d'une autre. Écoutez, regardez. Mes leaders, maintenant si bang, the time is on time en plein 16 heures. Je vais donc vous raconter l'histoire de mon tonton Fouda Bacho, mon oncle maternel à Loi 1. Quand j'étais petite, tonton Fouda Bacho était ce fils du village très serviable qui aidait ses mamans dans les tâches les plus difficiles, telles que couper les régimes de noix, fendre le bois, aller cueillir du miel, et ainsi de suite. Alors, tonton Fouda, quand il venait dans la cuisine de ma grand-mère et qu'elle commençait à le sermonner ou le blâmer pour certains petits défauts, tonton Fouda supportait tant que l'assiette était pleine. La grand-mère bavarde, Fouda, il faut que tu te maries, tu es déjà un homme. Fouda, tonton Fouda, il mange. Dès que tonton Fouda prenait le dernier morceau de viande ou de poisson, il avalait. C'est le début des pleurs. Maman, quand je pense à ma vie, je paye même la petite. Il lèche la cuillère, il dépose. Tonton Fouda se lève, il fuit ma grand-mère même pendant 2 semaines. Il a fini de manger le dernier morceau de viande. Il a même léché la cuillère, mais il dit qu'il a perdu l'appétit. C'est exactement ce qui se passe avec Kamto. Et Chiroma dans le gouvernement si. Tant que l'assiette est pleine, celui-là mange. L'un traite, le premier avait dit qu'il ne peut pas aller enseigner les moutons au nord. L'autre a traité le premier là d'illuminé. Parce que au moment où Chiroma mangeait, il disait que Kamto c'est un illuminé. Aujourd'hui, il fait exactement ce que Kamto faisait en tant qu'illuminé. Pourquoi? Parce que le dernier tour que le président de la République a fait au centre ophtalmologique de Obac, dans le Yiki, qui n'avait pas vu les images, on a vu le président à Obac. Et là-bas, Obac, on a dit que le père, s'il n'a rien, il voit à une distance normale. Moi, je mets les lunettes. Vous avez déjà vu le père là lire avec les lunettes. Il lit à une distance normale. On a donc dit à Chiro que Chiro, le type est lucide. Il lit tout. Il détecte même le correcteur. Là où tu avais mis le correcteur et tu as inséré des noms bizarres là. Le père là détecte le correcteur. Il détecte même les fausses signatures. Parce que son cerveau est très développé en matière de calligraphie. Donc il détecte les écritures. Chiro, tes dossiers compliqués là, tu vas faire comment avec l'affaire-ci? Chiro est déjà rassasié jusqu'ici. Vous-même, vous voyez son palais en plein vogue à Tangnambala. Chiro a léché la cuillère comme ça. Il dit qu'il n'a plus. Il n'a plus faim. Je ne peux pas continuer à manger à un endroit où je ne vois pas le chef de l'État.
Celui même qui a posé la nourriture sur la table, je ne le vois pas. Depuis 20 ans, je mange, je ne le vois pas. J'ai perdu l'appétit. Je quitte le gouvernement. Je quitte ce gouvernement, je ne vois pas celui qui m'envoie la nourriture. Tiro a fait net comme mon tonton Fouda Bacho. Tonton Fouda Bacho, ce n'était pas n'importe qui est. Racine Sagat a même chanté son nom. Ah, Fouda Bacho, Mavo Wanganga Boui Akiba. C'est pour vous montrer à quel point tonton Fouda Bacho était important pour le village. C'est comme ça que Tiro était important pour le gouvernement, dans le sens du mensonge. Donc aujourd'hui, les deux se sont associés. L'illuminé et le mouton, comme eux-mêmes ils se sont attribués les noms. Ce n'est pas moi. Hein. Je suis au champ, les bruits que vous entendez là. On est en train d'abattre un régime de noix de palme à côté là. Ils se sont donc associés. Maintenant, ils disent qu'ils organisent le deuil national ou la commémoration. L'un fait un discours et l'autre envoie les écritures sur nous maintenant. Deuil sur nous maintenant, sans programme des obsèques. J'ai dit quelque chose. Je disais seulement qu'il y a les voisins comme ça. Ils s'installent chez vous. Ils tiennent la télécommande. Tant que les bonnes odeurs sortent de la cuisine, ils sont là. Ils mangent. Même si les enfants montent sur leur calvitie, ils ne bougent pas. Mais dès qu'ils prennent le dernier morceau de viande, j'entends que, oh, il faut éduquer les enfants. Si je n'aime pas les enfants comme ça, il faut maîtriser ces enfants. Ce n'est pas bon qu'un enfant monte sur la calvitie d'un grand. Moi, j'ai dit quelque chose. Qui n'a pas vu le chef de l'État au bac? Et on nous a dit qu'il lit. Et nous l'avons vu le jour de la prestation de serment. 30 minutes debout. À la même position sans trembler. Avec une suite dans les idées. Il ne sait pas, il n'a pas mélangé ses documents. Son discours était bien classifié. Vous n'avez pas vu? Après, vous irez dire que c'est Mireille Manga qui a raconté ça. Manassi Simon Fianga de temps en temps, accompagné d'un peu d'ingban. D'être en famille, nous boit ingban. La honte. La honte. Deux gros caractères de l'alphabet français qui ne servent à rien. W et Y. Les deux là. Ah, c'est à peine si on les retrouve même dans les mots. Même quand ils apparaissent dans les mots, on ne ressent même pas leur son. Deux gros caractères inutiles dans l'alphabet français. W et Y. Les deux que vous voyez là. Bien, cette jeune dame vous prend l'exemple de son oncle. Que quand il finissait de manger, jusqu'à la dernière bouchée, il commence à raconter sa vie. Et il disparaît. Voilà donc le comportement là. Ce comportement qui relève donc de la seringue qui empoisonne, la seringue qui tue, la seringue de la mort, la seringue du cocktail de la mort. Ça a attrapé Paul Biya lui-même. Ils ont utilisé ça contre Chantal Biya, contre la femme du président, contre la mère de la femme du président, contre le peuple camerounais. Et ça se retrouve, nous nous entretenons aujourd'hui avec la même seringue. Si vous regardez les Camerounais, c'est le même mode. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à Paul Biya. Ils font du mal à Chantal Biya. Nous faisons du mal à nous tous. Toi, dans ton petit coin, tu as magasiné, tu as composé le cocktail en question. Tu as gardé, tu te promènes avec ça. Quand quelqu'un te dit, pif, tu piques. Pourquoi tu t'attaques à cette personne? Non. Est-ce que tu la connais? Non, bon. Vraiment, on a dit que j'ai entendu que qu'est-ce que cette personne a fait à ta modeste personne pour que tu t'attaques à elle, que tu pourrisses sa vie. L'assassinat n'est pas seulement un assassinat physique. Les mots tuent, les mots construisent, les mots détruisent. On a passé toute notre vie aujourd'hui à faire que ça. Hier, j'ai pris l'exemple, il y a une maman de 72 ans, Madame Koné, une Camerounaise, elle a épousé un Guinéen, Guinée-Conakry. Les deux vidéos que je vous ai montrées hier en allant nettoyer l'ambassade du Cameroun, je ne les avais même plus. Elles sont certainement dans nos disques durs et elles sont dans la vidéo, la chaîne de télévision, notre chaîne YouTube qui est en bisbille avec YouTube.
Elles sont certainement là-bas. Mais cette maman-là m'a fait renvoyer ces vidéos. Elle me dit qu'elle me suit depuis 20 ans. Alors, quand elle m'envoie ça, elle me dit, mon fils, elle a 72 ans. Elle me dit, mon fils, je te renvoie ces vidéos pour voir le combat que tu mènes depuis et qui n'a jamais changé dans ta constance, qui est différent de ce que je vois aujourd'hui avec tes compatriotes. Je lui dis, maman, nous avons certainement reçu des éducations différentes. Aujourd'hui, il n'y a plus de discipline et le respect dans ce que nous faisons. On insulte tout le monde, on ment sur tout le monde, on raconte tout sur tout le monde. Tu peux t'asseoir ici, tu insultes Paul Biya, tu insultes sa femme, tu insultes ses enfants, tu insultes l'intimité de Paul Biya que tu ne connais pas. Alors que tu as une maman, tu as une femme, tu as des enfants à la maison, tu as une fille, et tu ne peux même pas justifier les insultes que tu dis. Je lui ai dit, maman, tout ça, c'est la seringue. La seringue empoisonnée. Le cocktail de la mort que le président de la République lui-même a utilisé, a laissé faire, se retourne contre lui et les transmet partout dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La solidarité est perdue. Il n'y a plus de solidarité. Quand je te parle de la mère de Chantal Biya, Macré, et moi qui suis un gaïton, c'est une éducation. Parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. À l'époque, moi, dans l'éducation de mes parents, nous sommes tous pareils. Bamileke, Bassa, Douala. Dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est avec le temps qu'on découvre que mes parents avaient une éducation de l'hospitalité, de vivre ensemble, mais d'autres n'avaient pas cette éducation-là. Au point, quand j'arrive aux États-Unis, à Paris, la première maison dans laquelle je vis, c'est un Bamileke, un papa, mon père, Nancy Pierre, qui me donne un papa. Ce n'est pas un appartement, ce n'est pas une chambre. Il faut que ce soit clair. Il me dit, mon fils, reste ici. Tu ne sortiras d'ici que quand tu seras capable toi-même de t'acheter une maison. Moi, je m'en vais au Cameroun. Même dans ma propre famille, mes amis me disaient qu'ils n'ont rien, mon gars, la puissance. Oui, il n'y a que ça, femme-là. Il va te tuer, tu iras travailler au FAMLAC, tu iras travailler au FAMLAC et tout ça. J'ai dit, moi, je vais rester ici. Mais lui m'a quand même proposé quelque chose. Mais mes frères, mes soeurs, et que vous êtes, vous ne m'avez rien donné. Je suis resté là. Ce jour où je suis parti, où j'étais capable de voler de mes propres ailes. C'est une éducation. Ce monsieur m'a connu au Cameroun, dans le même quartier à la CCC. Nous étions tout petits, j'allais à l'école avec ses enfants. Ensemble. Je rentre dans l'armée. Ses enfants continuent les études en Europe. Je m'avais travaillé au Cameroun. Quand je quitte l'armée, ses enfants quittent la France pour rentrer au Cameroun. Il me dit, mais tes frères sont partis. Voilà la maison. Au lieu d'aller louer, viens rester ici. Je reste. C'est un Bamileke. Quand j'arrive aux États-Unis, j'étudie le système américain. Je dis, je vois comment les Camerounais fonctionnent. Je n'ai pas envie d'entrer dans les trucs qui vont me perdre le temps. Le premier acte que je pose pour me protéger,